Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de réponse à Chris et Padu de la chaîne Padu Team. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer que leurs arguments théoriques pour disqualifier l'usage de Spinoza à gauche ne tiennent pas la route, y compris d'un point de vue marxiste. On va y parler de beaucoup de choses. De philosophie, d'épistémologie, de marxisme, d'Hegel, de Spinoza et j'en passe. Je vous préviens un peu à l'avance, ça va être dense, mais je vais essayer de rester clair. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que la chaîne Padu Team est une chaîne que je regarde et dont j'apprécie le travail. Même si je vais exposer ici des désaccords théoriques avec eux, je pense qu'ils font un taf important pour redynamiser le marxisme, et il n'est pas question de remettre en cause ce travail. Bon, si vous regardez cette vidéo, vous les connaissez sans doute déjà. Mais pour resituer Chris et Padu, on pourrait dire sans les trahir que ce sont des marxistes lukácsiens, en référence à Lukács, un philosophe marxiste hongrois, dont ils se réclament ouvertement. Et il se trouve que Lukács, c'est pas trop ma tasse de thé, alors que Marx, oui. J'ai plutôt tendance à le faire dialoguer avec Lordon, Bourdieu, Deleuze et Spinoza. Et c'est là que ça clash. C'est des mecs, ils arrivent, ils se disent turbo-marxistes et tout, et puis quand tu leur rapportes une petite contradiction en disant, bah en fait, il y a 100 ans de pensée marxiste qui te contredisent sur ce point, tu vois, même si on pourrait dire que c'est qu'un courant du marxisme, les mecs te disent, ah mais non, mais en fait, moi le marxisme, bah, je prends ce que je veux, tu vois, ça m'énerve comme truc, tu vois, tu peux pas dire d'un côté, bah non mais attendez les gars, je suis super sérieux, je suis marxiste et tout, et puis dès qu'on te propose du marxisme, de dire, ah bah non mais moi je suis spinoziste, ah bah non mais moi je suis psychanalyste, ah bah non mais moi je prends un peu partout, tu vois. Je trouve que c'est pas correct comme attitude. Ouais, je suis d'accord. Comme le dit Padu ici, leur critique du recours à Spinoza vient d'un courant particulier du marxisme, et je vais tenter d'expliciter cette critique, d'en dévoiler les présupposés cachés et à mon sens de l'invalider. Mais d'abord, je vais leur laisser la parole dans la longueur pour que leur point de vue soit bien compris. Moi, je vais même aller plus loin là, quand on dit ces marxistes sur Internet qui pensent que le marxisme peut tout expliquer. Alors oui, je suis désolé, hein, mais là, c'est pas des marxistes sur Internet. Quand on est sérieusement marxiste, et qu'on n'est pas marxien, marxisant, ou qu'on n'est pas je reprends des catégories de Marx pour les inclure. Non, quand on est sérieusement marxiste, on considère que c'est une science intégrale. C'est l'histoire même du marxisme. Hein. C'est pas nous, avec Padu, qui l'avons décidé sur Internet. C'est comme on disait tout à l'heure, que la raison et le rationalisme occidental bourgeois aient pu expliquer énormément de choses dans sa révolution au XVIe et XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il a tout expliqué depuis. Mais ça veut dire que quand aujourd'hui, et ce qu'on appelle la science, qui est la science épistémologique rationnelle, tombe sur un nouveau problème, elle essaye de le résoudre avec les catégories qu'elle a déjà résolues. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, en science, vous dire « Ah bah ça, on ne sait pas comment ça marche, on n'a pas d'explication, donc on n'a qu'à dire que c'est Dieu. » Tu vois Donc on n'a qu'à dire que c'est de la magie. Bah non, ça marche pas comme ça. Et ben nous, en marxisme, quand on tombe sur un problème, on se dit comment nos catégories de la lutte, de la contradiction, de la dialectique, du sujet collectif, de la conscience possible, etc., vont nous permettre d'expliquer ce nouveau problème. Des fois, on va échouer. Mais on n'a pas le droit de mobiliser des catégories extérieures et contradictoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire rentrer soit du matérialisme mécaniste, soit de l'idéalisme. Pour résumer, ils estiment donc que mobiliser Spinoza est impossible pour un marxiste sérieux, car cela reviendrait à mobiliser une philosophie dépassée qui fait intervenir un autre régime de connaissances, une autre épistémologie que le marxisme aurait rendue obsolète. Regardons de près ces arguments. Chris et Padu nous disent en gros, Spinoza est un moment important de l'histoire de la philosophie, mais il a été dépassé par les philosophes qui lui ont succédé, et par Kant en particulier. Jérôme Metellus utilise exactement le même genre d'argument contre Lordon et Spinoza dans cette vidéo de cathédrale osseuse et dans cet article du PCR. Or, cet énoncé repose de manière implicite sur une certaine vision de l'histoire de la philosophie, une logique idéaliste héritée de Hegel, et pas du tout sur une logique matérialiste et marxiste. Pour bien comprendre, chez Hegel, il y a l'esprit, avec un E majuscule. C'est la réalité humaine et historique en tant qu'elle devient consciente de sa propre liberté. Hegel a cette formule, l'histoire du monde est le progrès de la conscience de la liberté. Et ce progrès s'opère dans la réalité d'une manière logique particulière, qui s'appelle la dialectique. La dialectique, c'est un progrès par tension interne. Lorsqu'une idée émerge, elle révèle en elle-même une contradiction qui sera dépassée dans une synthèse. Cette synthèse contenant elle-même les germes de nouvelles contradictions à venir, et ainsi de suite. Ainsi, dans la vision d'Hegel, l'histoire de la philosophie est une suite de dépassements dialectiques vers une meilleure compréhension de la liberté. Descartes dépasse la scolastique médiévale qui l'a précédée, mais est dépassé par Spinoza,
qui sera lui-même dépassé par Kant pour qu'enfin Hegel dépasse tout le monde. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. C'est une vision idéaliste de l'histoire qui donne ça. Les idées se déploient dialectiquement dans l'histoire de manière autonome, ça nous donne les flèches rouges. Et dans le même mouvement, elles déterminent la société qui en retour seulement se réfléchit dans l'esprit, les flèches bleues. Cette conception est idéaliste, car elle donne aux idées le pouvoir sur la matière. Marx connaît très bien Hegel. Dans sa jeunesse, il faisait partie d'un groupe de philosophes appelés les jeunes hegéliens. Ce sont des disciples d'Hegel qui veulent orienter sa philosophie vers le progrès social. En fondant sa propre théorie, il gardera la logique dialectique de Hegel, mais en purgera l'idéalisme, pour créer le matérialisme dialectique. Il a cette formule, chez Hegel la dialectique marche sur la tête, il suffit de la remettre sur ses pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. Concrètement, il retourne le schéma de Hegel. La dialectique devient matérialiste. Ce sont maintenant les conditions matérielles qui déterminent la conscience. En retour, la praxis peut transformer les conditions matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre histoire de la philosophie d'un point de vue marxiste ? Et bien maintenant que ce sont les idées qui sont le reflet des conditions matérielles et sociales, un marxiste ne peut plus partir des idées pour penser le réel. Il pourra dire que tel contexte social historique a fait émerger tel système de pensée, puis que l'évolution de ce système de pensée est le reflet des transformations concrètes qui ont lieu dans la société. Cela ne veut pas dire que les idées n'ont aucune puissance, mais seulement qu'elles émergent dans des situations concrètes et déterminées, pas de manière autonome. Ce qu'il ne pourra pas dire en tout cas, c'est ça. Même sans aller jusqu'à Sartre. Je veux dire, Kant est un dépassement de Spinoza. Tu vois, je pense que Ah oui, n'importe qui s'intéresse à l'histoire de la philosophie montre que Kant dépasse le dogmatique spinozien. Pour en revenir au matérialisme dialectique, il ne permet plus de faire ce genre de hiérarchisation systématique de l'histoire des idées, sauf à retomber dans l'idéalisme hegelien. En fait, ce n'est pas un hasard si des résidus d'idéalisme et d'hegelianisme se glissent dans les propos de Chris et Padu. C'est totalement cohérent avec leur préférence pour Lukács, dont je vous ai parlé dans l'intro, et qui est probablement le théoricien marxiste resté le plus proche d'Hegel à travers l'histoire du marxisme. Dans Histoire et conscience de classe, livre datant de 1923 que Chris et Padu citent très régulièrement, les concepts principaux sont directement issus de Hegel. La totalité, la dialectique, le sujet-objet de l'histoire et même la réification et la conscience possible ont des racines hegeliennes. On peut facilement lire cet ouvrage comme une tentative de greffer la dialectique hegelienne sur le matérialisme de Marx. Comprenez-moi bien, je ne veux interdire à personne de faire de l'hegeliano-marxisme, bien que je pense que Spinoza ait bien plus d'affinité avec Marx que Hegel. En revanche, j'apprécie moins que des marxistes, qui en plus se réclament d'une certaine orthodoxie, fassent un retour premier degré à Hegel et à de l'idéalisme dans le but de dénigrer des approches spinozistes. En fait, il faut comprendre que tout système de pensée porte en lui, explicitement ou implicitement, une manière particulière de lire l'histoire de la philosophie. Chaque système se construit autour de précurseurs, de fossoyeurs, de figures à dépasser et d'une certaine conception du développement des idées. Bref, il n'existe pas de lecture neutre de l'histoire des idées. Et d'après moi, il est totalement contradictoire pour un marxiste de reprendre la vision de Hegel sur cette question. Et on peut faire bien d'autres reproches que l'idéalisme à la vision hegelienne de l'histoire des idées. Dans la pratique, elle transforme la philosophie en une instance de jugement qui juge les pensées passées et qui décide ce qui est vrai, faux ou dépassé. Chaque philosophie est jugée en fonction d'une synthèse finale au regard de la dialectique, et donc au nom d'un sens qui lui est extérieur. Elle ne regarde pas ce que les différentes philosophies portent en elles-mêmes. Cela devient une téléologie, c'est-à-dire une manière d'expliquer les idées par une finalité, par leur place dans un système global qu'on ne peut comprendre qu'à posteriori. La dialectique hegelienne devient une force coercitive, qui classe, hiérarchise et normalise, qui regarde en surplomb le passé. Dans ce sens, Deleuze dira que Hegel a transformé la philosophie en un tribunal. La question que je préfère poser, c'est quels concepts ou agencements de concepts sont les plus puissants pour penser le monde et sa transformation, en portant attention à garder une cohérence bien sûr, mais sans limitation artificielle de corpus. Ce qu'on fait quand on va chercher des concepts chez Spinoza, c'est se demander ce que ces idées peuvent faire maintenant, peuvent produire maintenant, comment elles résonnent avec des problématiques actuelles. Un concept ancien peut être plus actuel qu'un concept récent. Spinoza peut être contemporain de nous, et Hegel moins.
Cela me semble être une manière plus féconde d'appréhender la philosophie et qui rejoint une manière marxiste de penser la théorie, c'est-à-dire de la juger par la pratique. Et je pense que la philosophie de Spinoza peut beaucoup dans ce domaine, et c'est à ce titre que je m'y intéresse et que Lordon la mobilise, comme beaucoup d'autres avant lui. Mais cela va encore plus loin qu'un simple débat sur l'histoire de la philosophie. Lukács, et forcément Chris et Padu en bons disciples, placent le débat sur le terrain de l'épistémologie. Il y a plein de débats, mais tous les gens qui se sont inclus sérieusement dans le marxisme ont considéré que c'était une méthode de compréhension intégrale de l'humanité, c'est-à-dire de la totalité de la société. Donc déjà attaquer là-dessus en disant il n'y a que nous, s'il n'y a plus que nous qui sommes réellement marxistes, je ne vais pas le prendre comme une insulte, je vais le prendre comme un compliment, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. C'est exactement comme si elle avait dit les rationalistes au XVIe siècle, bourgeois, considèrent que la raison peut tout expliquer, ils ne font pas assez intervenir de l'épistémologie magique pré-rationnelle qu'on trouvait dans le thomisme ou dans l'augustinisme. Effectivement, quand tu viens de Spinoza, tu sais que tu ne vas plus pouvoir utiliser les catégories de la Torah ou de la Bible, Sandra. Donc effectivement, il y a des batailles épistémologiques et des batailles de vision du monde. L'épistémologie, c'est le nom qu'on donne aux théories de la connaissance. C'est la partie de la philosophie qui se demande comment on produit une connaissance vraie. Et Lukács, dans Histoire et conscience de classe, a des prétentions épistémologiques XXL. Il affirme que dès qu'on ne pense pas les phénomènes dans leur rapport avec la totalité sociale et historique par la dialectique, alors on tombe dans l'inexactitude au mieux, et au pire carrément dans le faux. Pour lui, la dialectique n'est pas une simple méthode d'analyse, mais je cite, « les contradictions appartiennent d'une manière indissoluble à l'essence de la réalité même », ou encore « conformément à l'essence dialectique de la réalité et au caractère dialectique de nos efforts pour nous confronter avec elle ». La dialectique devient à la fois une métaphysique et un critère de vérité. N'est vrai que ce qui saisit la totalité sociale historique par la dialectique. Est faux, ou à un niveau inférieur de vérité, ce qui relève de l'immédiat, de la causalité du fragment. La dialectique prend alors le statut quasi absolu de principe de vérité. Leur marxisme devient alors une science d'une nature supérieure, une science qui dépasse toutes les sciences qu'on a connues jusqu'ici. Cette science ne serait plus régie par les principes de causalité, mais par la logique dialectique, ce qui ferait basculer cette nouvelle science dans un régime supérieur de connaissance. Inutile de vous dire que dans cette vision, non seulement Spinoza, mais tous les auteurs non marxistes, et même les auteurs marxistes qui relativisent ne serait-ce qu'un peu la puissance de la dialectique ou le concept de totalité, sont renvoyés dans les cordes et déjà disqualifiés a priori. C'est une forme de dogmatisme, c'est une théorie à prendre ou à laisser, et qu'on peut difficilement critiquer de l'intérieur sans sortir du cadre directement. Cette épistémologie sert en pratique d'outil d'exclusion théorique à peu de frais, et en amont même du moindre débat. On peut pourtant faire une critique de ce point de vue depuis le marxisme lui-même, en disant par exemple que cette épistémologie conserve des traits idéalistes hérités de Hegel, avec une foi dans la dialectique proche de la croyance, qui fait primer la logique du concept sur l'analyse des conditions matérielles et sociales concrètes. Lukács reviendra d'ailleurs sur ses ambitions à partir des années 50, en disant qu'il y a des limites pratiques à la connaissance de la totalité sociale historique. Il jugera Histoire et conscience de classe a posteriori comme un livre encore trop idéaliste et hegelien. Mais laissons ça de côté. Posons-nous cette question sérieusement. Est-ce que vraiment le marxisme a inauguré un régime de scientificité nouveau et supérieur ? Parce que Padu et Chris défendent cette idée comme si elle était majoritaire dans le marxisme, le vrai, et que si on ne croyait pas à ça, alors on n'était pas marxiste. La plupart des théoriciens marxistes, en commençant par Marx lui-même, ne prétendent pas posséder une épistémologie d'une autre nature. Ils voient la dialectique comme une méthode d'analyse historique et sociale pertinente, car la société est parcourue de contradictions, pas comme quelque chose d'absolu. Marx lui-même n'a jamais écrit d'épistémologie. Marx marque un progrès dans le régime scientifique classique, qu'il permet d'intégrer au cadre théorique les conditions matérielles de production, les dimensions historiques et sociales, de penser les structures. Mais ces apports, s'ils enrichissent les rapports de causalité, ne les dépassent pas. C'est toujours la causalité, mais en mieux, historicisée, non linéaire, capable d'intégrer des processus. La dialectique n'est pas le dépassement de la causalité, mais juste un mode de causalité complexe, qui n'a pas vocation à tout expliquer. Donner une importance ontologique à la dialectique, penser qu'elle constitue l'essence même des choses,
c'est privilégier une logique sur l'analyse concrète de la situation concrète. Bon, à la rigueur, le dogmatisme ne me dérange pas s'il produit une pensée qui a une effectivité. On peut très bien imaginer une théorie très dogmatique qui puisse produire des analyses puissantes. Malheureusement, l'épistémologie marxiste version Lukács a produit plus de débats que de connaissances et d'analyses concrètes. Or, quand on est marxiste, on ne peut pas tout à fait négliger l'aspect pratique quand il s'agit de valider une théorie. Marx dit bien que ce qui compte, je sais plus si c'est la 2 ou la 5 sur Feuerbach, il dit ce qui compte dans la vérité, c'est en gros la pratique, tu vois. C'est dans la pratique que se vérifie le critère de vérité, tu vois. Le problème, c'est qu'au final, histoire et conscience de classe relèvent plus d'une philosophie de la conscience et d'une sorte de messianisme révolutionnaire que d'un réel support épistémologique applicable. Depuis plus de 100 ans qu'histoire et conscience de classe est paru, un nombre extrêmement réduit de théoriciens se sont réclamés de l'épistémologie de Lukács. Elle se révèle en fait assez peu praticable. La seule exception notable étant Lucien Goldman, un autre chouchou de Chris et Padu, qui fait de l'analyse littéraire et culturelle à partir des concepts de Lukács. Il explique que les œuvres seraient l'expression d'une vision du monde collective portée par une fraction de classe dans un contexte social historique particulier. L'auteur serait alors le médiateur de cette vision du monde qu'il transposerait dans son œuvre. On pourrait alors lire l'œuvre comme un reflet de la fraction de classe et de sa vision du monde. C'est vraiment loin d'être inintéressant, mais ce sont des analyses très sectorielles, cantonnées au domaine littéraire, et qui restent tout de même, désolé de le dire, assez spéculatives. Je sais que ça va mettre Chris en colère, lui qui parle de Lucien Goldman en ces termes. Lisez-le aujourd'hui, vous allez voir à quel point il est d'actualité, justement parce que la situation historique l'exige, et que clairement, enfin, ça n'arrive pas à la cheville de plein de livres d'épistémologie extrêmement modernes, et surtout issus de la sociologie positiviste que Lordon va citer là, notamment Bourdieu. Hein. Et je le rappelle, c'est su, Bourdieu était lecteur de Goldman. Bon, pour Chris, vous êtes soit marxiste lukácsien, soit positiviste. Et positiviste, vous pouvez considérer que c'est une insulte dans sa bouche. Je vais être un peu désagréable avec Chris et Goldman, mais pour moi, sa principale contribution à l'épistémologie, c'est d'être cité en contre-exemple par Bourdieu dans le livre d'épistémologie en sciences sociales le plus important du XXe siècle, Le métier de sociologue, coécrit avec Passeron et Chambordon. Dans les règles de l'art, Bourdieu explique en quoi la tradition Goldman-Lukács est insuffisante pour l'analyse d'œuvres, puisqu'elle néglige les conditions de production de l'œuvre dans son champ propre. Je vous ai fait un petit graphique aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause. Bourdieu nous dit, lui, que le sujet de l'œuvre, c'est l'habitus de l'auteur, façonné dans certaines conditions sociales, donc dans certaines classes et fractions de classe, en relation avec une position particulière dans le champ artistique concerné. Le champ artistique ayant lui-même une position particulière dans la société en fonction des lieux et des époques. Goldman, en passant directement de l'œuvre à la fraction de classe, court-circuite le champ de production artistique dans son ensemble et sa logique propre. D'après Bourdieu, cette conception est une trop grande simplification, ignorant les effets de champ et les médiations institutionnelles historiques. De plus, il considère que le concept de vision du monde est trop abstrait et que le lien direct entre œuvre et collectif social mène à surinterpréter les œuvres et à surestimer leur cohérence. En fait, avec Bourdieu, on peut faire tout ce que faisait le système de Goldman, c'est-à-dire remonter depuis l'œuvre jusqu'à une fraction de classe et les habitus spécifiques qu'elle structure, et on peut faire énormément plus, puisque sa théorie s'applique bien au-delà du champ littéraire et artistique. On rappelle que l'épistémologie de Lukács se donne pour vocation initiale d'expliquer la totalité sociale historique. Depuis sa création, elle s'est principalement illustrée dans l'analyse littéraire, et ça n'est pas pour la minimiser, c'est très bien de faire de l'analyse littéraire. Il me semble juste qu'on est encore loin des ambitions premières. Il m'apparaît assez évident qu'aujourd'hui, cette épistémologie, quand elle est défendue de manière radicale à la Chris et Padu, a les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Elle n'a pas eu de pratique réelle et sérieuse depuis des décennies, et bien peu de chercheurs s'en sont emparés. Bref, c'est une montagne qui accouche d'une souris, et c'est au nom de cette souris que Chris et Padu veulent mettre des obstacles au recours à Spinoza et à de nombreux autres corpus. En fait, il me semble que les prétentions épistémologiques de Chris et Padu placent vraiment le débat au mauvais endroit. Le débat entre marxistes humanistes et marxistes d'influence spinoziste devrait se faire sur l'efficacité des concepts pour penser le monde et son changement, pas sur des méta-débats.
Est-ce que les catégories de conscience et de sujet sont pertinentes? Quelle place pour les structures? Comment analyser la phase du capitalisme actuel et la montée du fascisme? Vers où orienter la praxis? Cela devrait être ça, à mon sens, le centre des débats, plutôt qu'un revival des débats du siècle dernier. De nombreux penseurs marxistes ont mobilisé Spinoza au cours du XXe siècle. Althusser, Balibar, Negri, Macheret. Et cette tradition continue avec Lordon aujourd'hui, même s'il prend des libertés avec le marxisme. En dehors du spinozisme, Lukács a connu un continuateur critique, en la personne de Sartre, et a été sérieusement mis en cause par la sociologie critique, comme on l'a vu, mais aussi par Adorno, Foucault, Badiou, Rancière pour ne citer qu'eux. Et face à tout cela, la vision du marxisme que Chris Epadiou incarne ne peut pas s'en tenir à des fins de non-recevoir épistémologique pour seule réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle est restée claire malgré la technicité du débat. J'en ferai peut-être une autre pour vous expliquer plus positivement ce que peut apporter le spinozisme au marxisme, si je vois que le sujet vous intéresse. Et maintenant, je vous laisse avec 3 petites annexes que j'ai placées à part pour alléger la démonstration principale, qui traite pour la première du rapport entre Kant et Spinoza, ensuite de Bourdieu et du positivisme, et enfin du déterminisme chez Spinoza. Encore merci et portez-vous bien. Même sans aller jusqu'à Sartre. Je veux dire, Kant est un dépassement de Spinoza. Tu vois, je pense que Ah oui, n'importe qui s'intéresse à l'histoire de la philosophie montre que Kant dépasse le dogmatique spinozien. Premièrement, d'après Chris Epadiou, Kant aurait dépassé Spinoza avec Critique de la raison pure. Or, c'est compliqué d'affirmer ça tel quel. Pourquoi ? Ce que Kant a solidement montré, c'est qu'il est impossible pour la raison de prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu ou celle de la liberté. D'après lui, ce sont des concepts qui dépassent totalement notre expérience empirique et qui poussent la raison dans des réflexions hautement spéculatives où finalement tous les arguments deviennent réversibles. Il met ainsi fin au débat métaphysique interminable sur les preuves de Dieu qui ont occupé les philosophes avant lui comme Descartes, qui prétendait avoir démontré 3 fois l'existence de Dieu par exemple. Or, Spinoza ne se place pas vraiment dans ce registre-là. Pour lui, Dieu est le point de départ de la construction d'une éthique pour les êtres humains. C'est même un axiome à la manière géométrique qu'il pose dès les premières pages de l'éthique et qui permet les démonstrations qui vont suivre. De plus, le Dieu de Spinoza est immanent, c'est-à-dire qu'il est le monde lui-même, il l'assimile explicitement à la nature. Bon, Kant n'était évidemment pas spinoziste et il n'aurait pas pu endosser sa métaphysique, mais en soi, il n'a jamais réfuté la logique interne de Spinoza comme il a pu le faire pour Descartes. Ses critiques restent extérieures au système de Spinoza. Bon, et deuxième chose, et c'est là que ça devient catastrophique, Chris pense que Kant nous a démontré qu'on ne peut pas être déterministe et que la liberté existe. Là on est là pour faire de la philosophie, mais là on va juste répéter ce que Kant a dit dans sa 3e antinomie. La 3e antinomie dans la critique de la raison pure, c'est l'antinomie de la causalité. De montrer que justement, il ne peut pas y avoir de début à tout processus si vous êtes que dans la pure causalité, parce que si T est le résultat de T-1 de tout temps, alors T-1 est le résultat de T-2, et donc T-n infini est la cause de T0. Donc, déjà, dans le Big Bang, il y a déjà notre conversation. Tu vois, c'est vraiment... Mais je te dis, c'est... Mais là, on n'a même pas que dans le Big Bang, il y a déjà notre conversation. Ils sont déterministes. En fait, là, Chris fait un contresens complet avec ce qu'explique Kant dans ses antinomies. Pour bien comprendre, Kant nous présente dans Critique de la raison pure 4 antinomies, c'est-à-dire 4 couples d'énoncés d'apparence contradictoire que voici. Dans notre cas, c'est la 3e antinomie qui nous intéresse, dont la thèse est la suivante: il faut admettre une causalité par la liberté, et dont l'antithèse est « il n'y a pas de liberté, tout dans le monde arrive uniquement d'après les lois de la nature ». Kant nous donne pour chacune de ces thèses et de ces antithèses une preuve spéculative, telle que la métaphysique pouvait en produire avant lui. Le but de ces antinomies est de montrer que la raison spéculative peut prouver tout et son contraire, et qu'il faut donc déplacer le problème. D'une certaine manière, Kant joue à l'idiot dans ses preuves, car c'est ce qu'il va critiquer ensuite. Or, Chris nous cite premier degré la preuve de l'existence de la liberté de la 3e antinomie, comme étant le point de vue de Kant. Si on va à la page d'après, il nous fournit la preuve inverse. Reprendre premier degré une de ses preuves, c'est faire justement la métaphysique que Kant entend dénoncer, et n'avoir strictement rien compris à son point de vue. Kant n'explique sa solution à cette antinomie que plus tard, et il va totalement reconduire le déterminisme sur le plan phénoménal.
Toutes les actions de l'homme au sein du phénomène sont déterminées selon l'ordre de la nature par son caractère empirique et par les autres causes qui coopèrent à leur production. Et si nous pouvions explorer jusqu'en leur fond tous les phénomènes de son arbitre, il n'y aurait pas une seule action de l'être humain que nous ne pourrions prédire avec certitude et reconnaître comme nécessaire à partir de ses conditions antécédentes. Relativement à ce caractère empirique, il n'y a donc pas de liberté. Pour lui, tout ce qui se passe dans l'expérience est donc toujours déterminé par une cause précédente. C'est une condition de l'expérience, sans quoi elle perdrait toute cohérence. Et il n'y a pour lui aucune exception à ça. Kant est sous cet aspect encore plus radicalement déterministe que Spinoza. Et si Kant rétablit la liberté, c'est par un tour de force conceptuel dans le but de sauver la morale. Car si tout est déterminé, comment juger du bien et du mal ? Il va donc conceptualiser un autre plan, celui des noumènes, qui sera distinct des phénomènes et où la liberté sera là bien effective. Ainsi, Kant ne démontre pas l'existence de la liberté, mais assume de la postuler pour des raisons pratiques. Cette solution pour rétablir la liberté sera par la suite vivement critiquée comme vide ou artificielle par Hegel et Schopenhauer. Spinoza, lui, n'a pas besoin d'entrer dans ces considérations morales, puisqu'il rejette les catégories du bien et du mal, et il y substitue un bon et un mauvais propre à chaque chose. C'est pour cela qu'il écrit une éthique et non une morale à la manière de Kant. Clairement, ça n'arrive pas à la cheville de plein de livres d'épistémologie extrêmement modernes et surtout issus de la sociologie positiviste que Lordon va citer là, notamment Bourdieu. Déjà, qu'est-ce que le positivisme ? Eh bien, c'est une conception de la connaissance qui affirme que seules les connaissances fondées sur l'observation empirique et la méthode scientifique sont valides. Appliquées aux sciences sociales, cela signifie que les phénomènes sociaux peuvent être étudiés comme des faits objectifs et qu'il est possible d'expliquer les comportements humains par des lois générales. Cela donne des approches qui mettent l'accent sur des méthodes quantitatives, statistiques et enquêtes, et sur la mesurabilité du social. Bon, Bourdieu n'est pas positiviste, et il suffit d'avoir ouvert n'importe lequel de ses livres pour s'en rendre compte. On se tape quasi systématiquement 100 pages d'antipositivisme à chaque bouquin. Bourdieu ne cesse d'expliquer qu'il n'existe pas de faits sociaux qu'il suffirait de venir observer ou mesurer de manière neutre, mais qu'au contraire, c'est le sociologue lui-même qui construit ces faits. C'est pour cela que d'après Bourdieu, le sociologue doit en continu faire preuve de réflexivité sur sa pratique, objectiver ses catégories de pensée qui ne sont ni neutres ni naturelles. Il critique sans cesse les sociologues positivistes qui ne sont même pas conscients de tous les biais qu'ils portent dans leur méthode. Cela rejoint des formules connues de lui, comme par exemple « l'opinion publique n'existe pas », ce qui signifie que le fait de faire un sondage ne mesure pas une opinion préexistante, mais au contraire que la catégorie d'opinion publique est produite par le fait même de faire le sondage. Pour lui, c'est une naïveté positiviste de penser que lorsqu'on présente les résultats d'un sondage dans les médias, on présente ce que pensent vraiment les gens. En fait, c'est une construction produite par l'institut de sondage, et qui n'existe pas telle qu'elle dans la société. Il nous recommande aussi de toujours garder un regard critique sur les enquêtes. Je cite, « De façon générale, il faut toujours questionner les questionnaires. Les gens qui ont posé la question ont engagé des catégories de pensée inconscientes. » De plus, pour lui, la science n'est jamais totalement neutre, car les chercheurs qui la produisent sont toujours pris dans des rapports de pouvoir au sein de la société. Aussi, Bourdieu a produit quantité de travail pour faire une sociologie du sociologue et du champ de la recherche en général. Enfin, Bourdieu ne naturalise jamais les faits sociaux. Il affirme que les comportements sont le produit de structures sociales historiques concrètes, et non de lois universelles anhistoriques. Ces concepts d'habitus, de champs et de différents types de capitaux ne sont pas prédictifs comme peuvent l'être les lois en sciences naturelles. Mais ils doivent servir à comprendre pourquoi certaines choses ont tendance à arriver. Ce ne sont pas des concepts qui permettent de déduire mécaniquement des pratiques, mais qui produisent des tendances qu'il faut voir de manière probabiliste et pas forcément nécessaire. Ces concepts ne sont pas mesurables empiriquement. Bourdieu les corrobore par des enquêtes, mais il sait pertinemment que ce ne sont pas des faits objectifs. Ils servent à une sociologie qui essaie de dévoiler les structures de domination dans la société, et en ça il se rapproche beaucoup de ce que faisait Marx à son époque. Quand le métier de sociologue paraît, c'est bien plus une charge contre le positivisme que contre la méthode Goldman, qui est un cas assez unique et atypique dans la pratique en sciences sociales. Bourdieu tente en fait de construire une épistémologie spécifique à la sociologie, qui serait méthodologiquement exigeante et qui éviterait de tomber dans ce qu'il considère comme étant deux écueils.
D'un côté, le positivisme naïf que l'on vient de décrire, et de l'autre, la spéculation théorique et philosophique à la Goldman, qui s'appuie sur des intuitions intellectuelles fortes, mais qui délaisse le travail d'enquête. Bref, si j'étais un peu taquin avec Chris, je dirais que Bourdieu a su dépasser de manière dialectique le positivisme et Lucien Goldman dans sa pratique de la sociologie. On n'a pas le droit de mobiliser des catégories extérieures et contradictoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire rentrer soit du matérialisme mécaniste, soit de l'idéalisme. Alors, qu'est-ce que le matérialisme mécaniste ? Eh bien, le matérialisme mécaniste, c'est voir l'univers comme une immense machine composée de matière, où tout événement peut être compris comme le résultat de causes et d'effets, de mouvements et d'interactions matérielles suivant des lois fixes et extérieures. On peut imaginer l'univers comme un grand billard où chaque bille suit sa course suivant les lois universelles de la physique et est déviée, percutée, etc. Chez Spinoza, plusieurs points de sa philosophie vont à l'encontre de cette vision. Tout d'abord, Spinoza est moniste. Il ne conçoit pas la matière comme étant séparée de l'esprit ou l'esprit de la matière. Les deux sont des attributs d'une seule et même substance. Ces deux attributs sont à totale égalité. Il n'y a pas proéminence de la matière sur l'esprit, ni de l'esprit sur la matière. Deuxièmement, chez Spinoza, la causalité est immanente, et il n'y a pas de loi transcendante et extérieure au monde. Toute cause reste interne à la nature, car la nature est le seul plan d'être. La nature est cause d'elle-même, elle se produit elle-même en continu. C'est ce qu'il nomme nature naturante. Ensuite, pour lui, toute chose est un certain degré de puissance qui lui est propre, qui constitue son essence. Sous un autre aspect, c'est ce que Spinoza appelle le conatus. C'est la tendance de chaque chose à persévérer dans son être. Les choses ne sont pas réduites à des corps qui ne s'animeraient que par des interactions venues de l'extérieur, mais ont une puissance intrinsèque. Et enfin, Spinoza confère aux humains la possibilité d'augmenter leur puissance d'agir, et de gagner en liberté, par les affects joyeux et par l'usage de la raison. C'est même tout le projet de l'éthique. Les êtres humains ne sont pas condamnés à être ballottés par les forces extérieures. Si vous avez la vision d'un Spinoza ultra-déterministe, c'est en partie vrai, mais c'est à relativiser. Lui-même n'emploie jamais le mot de déterminisme. Et le déterminisme n'est pas une fin en soi chez lui. C'est pas du tout quelque chose sur lequel il s'étend pour en faire une analyse plus ou moins nihiliste. Le déterminisme est bien présent chez Spinoza, mais c'est le point de départ d'une réflexion sur la liberté, et non une conclusion pessimiste. L'éthique est une longue démonstration pour poser les conditions et le cheminement vers la liberté humaine dans ce monde, pour devenir autant qu'on le peut, cause adéquate de ses propres affects. Le spinozisme affirme qu'il est possible d'agir vraiment dans le monde, mais que c'est une puissance à construire et qui n'est pas déjà donnée. Bon, pour le coup, la vidéo est vraiment terminée. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout, et peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo.